Cette semaine, on va parler d'épaississement de l'endomètre et de quels sont les éléments qui peuvent justement interagir avec l'épaississement de l'endomètre et du coup le compliquer. Donc déjà, avant de commencer, quelle est la bonne taille d'un endomètre? Eh bien, la bonne taille d'un endomètre, on estime que c'est à peu près entre 6,5 mm et 11-12 mm au moment proche de l'ovulation. Et donc effectivement, un endomètre va poser problème s'il est trop peu épais ou s'il est également trop épais. Un endomètre au-dessus de 14-15 mm, c'est un petit peu trop. Mais sur cette série de vidéos qu'on aura cette semaine, on va se concentrer principalement sur les endomètres qui épaississent mal. Le premier élément qui va contribuer à la pousse de l'endomètre, et bien celui-là vous le connaissez, ça va pas être une surprise, c'est le plus connu en médecine de la reproduction, c'est le taux d'œstradiol, tout simplement puisque l'œstradiol ou les œstrogènes sont les hormones qui vont épaissir l'endomètre en phase folliculaire. Et bien évidemment, quand on a un endomètre qui n'épaissit pas, la première chose qu'on va devoir faire, c'est vérifier si notre taux d'œstradiol est suffisant. Donc c'est quoi un taux d'œstradiol suffisant? Déjà, la première attitude, c'est de le mesurer entre J3 et J5 du cycle et que ce taux soit absolument au-dessus de 40 nanogrammes par litre. Ça, c'est vraiment le taux un peu minimum, basal, pour qu'un endomètre puisse relativement bien pousser. Et on peut traquer ce taux sur toute la phase folliculaire pour voir justement comment il évolue et s'il suit bien une évolution relativement bonne, proche de l'ovulation, phase à laquelle il devrait atteindre un taux quand même entre 300 et 450 nanogrammes par litre. Donc on peut suivre effectivement le taux d'œstrogène, d'œstradiol, et si ce taux n'est pas bon, ce sera la première chose à résoudre. En sachant tout de même qu'on a des indicateurs au-delà des analyses biologiques qui sont des indicateurs du taux d'œstradiol, et c'est le cas notamment de la glaire cervicale. Donc un des éléments pour savoir si la mauvaise pousse de votre endomètre est en lien avec votre taux d'œstradiol, c'est d'observer votre glaire cervicale. Dans les vidéos qui vont suivre cette semaine, je vous expliquerai justement les autres problématiques qui peuvent être en lien avec la pousse de l'endomètre, puisque très souvent, on a ce taux d'œstrogène qu'on veut absolument augmenter et qui n'est pas forcément l'origine de la problématique. Et si on reste focalisé uniquement sur le taux d'œstrogène, on risque de louper des indicateurs précieux et de ne jamais résoudre cette problématique. Le deuxième élément qu'on va retrouver dans les problématiques de difficulté de pousse de l'endomètre, c'est la qualité en fait de la couche qu'on appelle la couche basale de l'endomètre. Il faut savoir que notre endomètre est constitué de deux couches. La première est la couche basale qui ne bouge jamais et qui est la couche qui contient les cellules souches qui vont en fait proliférer pour ensuite créer la deuxième couche qu'on appelle la couche fonctionnelle, qui est la couche qui va accueillir en fait l'embryon et qui va se dégrader et donner les règles s'il n'y a pas de nidation. Et donc vous l'aurez compris, on a une couche qui est permanente dans l'endomètre, qui est la couche basale, et la qualité de cette couche basale et des cellules souches de la couche basale va être déterminante dans la qualité finale de l'endomètre. Donc on peut tout à fait imaginer que si cette couche basale a été altérée par des phénomènes par exemple tels que une inflammation chronique, une infection ou par exemple par des curetages précédents, et bien parfois il va falloir du temps pour qu'elle se reconstruise, et parfois il va falloir aussi des actions pour qu'elle se reconstruise. C'est-à-dire que ce soit sur le plan médical ou que ce soit sur le plan naturel, de la phytothérapie, des compléments alimentaires, on peut avoir certaines molécules qui vont agir en fait vraiment sur le renouvellement des cellules souches et qui vont aider cette couche basale à mieux réagir, à se reconstituer et à donner justement de meilleurs résultats dans la pousse de l'endomètre. Donc ça peut être intéressant de réfléchir à vos antécédents au niveau des problématiques de l'endomètre et de voir s'il est probable que cette couche basale ait été altérée d'une façon ou d'une autre. Le troisième élément qui peut occasionner des difficultés de pousse de l'endomètre, c'est notre capacité de division cellulaire. Pourquoi? Puisque tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, dans l'endomètre, on a une couche basale qui est permanente et puis on va avoir une couche fonctionnelle qui va se développer chaque mois avec des phénomènes de cellules qui vont se diviser pour créer justement cette couche. Et nous n'avons pas toute la même capacité à diviser nos cellules, à avoir un ADN qui reste stable pendant la division, à avoir une bonne qualité cellulaire. Et cette division cellulaire dépend d'un processus relativement précis et vraiment un mini processus de fond qu'on appelle la méthylation. Si on a une mauvaise capacité à méthyler, on risque d'avoir justement une mauvaise qualité de division cellulaire. En général, ce sera aussi corrélé avec parfois
une quantité d'ovocytes qui est relativement basse et aussi des embryons qui évoluent mal en termes de développement. Et donc il va falloir travailler sur cette qualité de division cellulaire, de duplication cellulaire, de façon à ce que l'endomètre puisse pousser de façon harmonieuse. Donc si vous avez dans votre tableau une faible quantité d'ovocytes, que également vous avez un développement embryonnaire qui n'est pas harmonieux et un endomètre qui a du mal à pousser, il faut vraiment vous poser la question de cette division cellulaire, de ce phénomène de méthylation et améliorer ce plan. Dans les causes d'une mauvaise pousse de l'endomètre, on peut aussi avoir la vascularisation, c'est-à-dire est-ce que l'apport en sang qui va arriver vers l'utérus et vers l'endomètre sera suffisant pour amener suffisamment de vitamines, suffisamment de minéraux pour assurer justement la division cellulaire et la pousse de cet endomètre. Et on a souvent une pensée un petit peu limitante qui est que si on a suffisamment de progestérone, l'endomètre est automatiquement bien vascularisé. Mais ça, en fait, c'est assez faux, puisque la progestérone, oui, est l'hormone qui va amener le sang vers l'endomètre, mais c'est pas la seule responsable. Il faut aussi prendre en compte la qualité du travail de nos vaisseaux sanguins, leur capacité à se dilater notamment et à amener du sang dans un volume suffisant vers l'endomètre. Et en fait, beaucoup d'éléments peuvent affecter cette vascularisation et cette capacité de nos vaisseaux sanguins à se dilater. C'est le cas par exemple du stress chronique, c'est le cas du manque de sommeil, c'est le cas d'une respiration inefficace, d'une activité physique intensive. Donc quand je dis respiration inefficace, c'est par exemple quand on respire trop par la bouche, pas assez par le nez. Donc il y a différentes choses qui peuvent justement vraiment diminuer la capacité de nos vaisseaux sanguins à se dilater et péjorer la vascularisation. Donc c'est un élément qui est vraiment à prendre en compte. Est-ce que notre endomètre a une excellente capacité à se vasculariser ou non? Et la progestérone n'est qu'un tout petit facteur là-dedans. Le dernier élément aussi qui sera important pour justement améliorer la pousse de l'endomètre et dont on doit s'assurer si on a un endomètre qui ne pousse pas, c'est le contexte infectieux. De voir s'il n'y a pas d'infection de cet endomètre, s'il n'y a pas un contexte d'endométrite aiguë, d'endométrite chronique, d'endométrite... alors quand je dis infectieux, on peut avoir la majorité des endométrites par exemple sont bactériennes, mais on peut aussi avoir des endométrites qui n'ont plus de source infectieuse. Il peut y avoir une source infectieuse au début et finalement l'inflammation est devenue permanente alors qu'il n'y a plus d'agent infectieux. Donc dans cette partie infection, j'englobe aussi ce type d'endométrite là. Donc c'est-à-dire est-ce qu'on a pas une inflammation de l'endomètre, une activité inflammatoire, immunitaire et une infection ou non au niveau de l'endomètre qui crée cette inflammation qui fait que la pousse de l'endomètre est perturbée puisque tout simplement nos cellules endométriales sont occupées à faire autre chose que de pousser, c'est-à-dire lutter contre une inflammation ou lutter contre une infection. Alors comment on fait pour savoir ça? Souvent, soit on regarde effectivement comment évolue l'endomètre en fonction du cycle, on peut se baser sur des symptômes aussi. Est-ce qu'il y a des pertes vaginales? Est-ce qu'il y a des pertes vaginales anormales? Est-ce qu'il y a des douleurs justement qui sont anormales? Et l'examen le plus fiable pour aller voir justement si on a une endométrite, c'est la biopsie de l'endomètre qui permettra justement de voir si on a des éléments non seulement infectieux mais aussi des éléments inflammatoires. Donc ça, c'est vraiment une chose à vérifier quand on a aussi un endomètre qui ne pousse pas. Vous l'aurez compris, la pousse de l'endomètre, c'est un sujet complexe qu'il faut voir avec une vue vraiment très très large, très grand angle, et il faut considérer toutes les parties, toutes les composantes, tous les éléments qui vont faire que cet endomètre pousse mal, et considérer un seul élément qui serait que les œstrogènes ou qui serait que la vascularisation, finalement ça va souvent nous amener sur des fausses pistes et du coup sur des fausses réponses et un manque de résultats. Donc considérez vraiment ça d'une façon grand angle, soit regardez vous-même si vous avez déjà essayé de repérer ces éléments, si vous avez déjà repéré des choses qui seraient dysfonctionnelles, et si c'est compliqué pour vous de le faire, sachez que nos équipes sont là aussi pour analyser tous ces éléments-là pour voir ce qui a déjà été fait sur le plan médical, ce qui reste à faire, ce qui reste à valider ou invalider comme hypothèse. Et souvent, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats en ayant une vision qui est vraiment très très large et ensuite en développant une stratégie spécifique.